Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec une actualité très chargée. Donc je vais vous présenter tout de suite Véronique Jérôme. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes polito-économiste et vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay. Raphaël Matin-Duvigneau, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Bonjour, alors vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en droit public. On va parler avec vous évidemment de ce qui va se passer peut-être au Conseil constitutionnel. Et puis, vous êtes aussi marathonien puisque vous avez effectué le marathon de Paris de bout en bout. Oui. Et vous allez nous raconter cette expérience quand même assez exceptionnelle. Avec plaisir. Tout à l'heure. Et puis Florence Mercadier-Choquet, bonjour. Vous êtes avocate Patrice. Au barreau de Versailles. Et on va commencer avec vous parce que l'actualité, c'est la visite à la prison de Bois d'Arcy du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, du président du MEDEF, Roux de Bézieux, avec un industriel des Yvelines. Et l'idée, c'est de fournir du travail aux détenus et permettre évidemment de leur sortie de prison. Oui, c'est une. C'est aujourd'hui, c'est ils ce y matin. sont là. Voilà, ils sont. On est mardi matin, voilà. Ils sont au moment où on en parle. Exactement. Alors, d'abord, c'était une expérimentation et maintenant, c'est devenu encadré juridiquement pour pas qu'il y ait de dérive, puisque les rémunérations des détenus sont inférieures au SMIC, c'est 45% du SMIC, et il y a des entreprises à un moment donné qui ont quand même largement abusé en payant encore moins, en sous-payant, et puis ensuite en instaurant quasiment un lien de subordination avec les détenus. Donc ça a été bien encadré. Et effectivement, le MEDEF Yvelines avait organisé il y a plusieurs années une visite de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy avec le directeur pour promouvoir cette initiative de travail en détention. Et à cette occasion-là, il y avait cet industriel qui faisait partie des entrepreneurs qui faisaient cette visite. Et il a depuis mis en place ce système de travail en détention avec des détenus. Donc il fournit le matériel, il y a une pièce dédiée, il fournit le matériel, il donne une formation à ces détenus. Et il y a un contrat qui lie cet industriel à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui est un contrat cadre sur les relations entre l'entreprise et la maison d'arrêt et sur ce que l'entreprise attend en termes de travail de la part des détenus. Donc il n'y a pas lui, il paye la maison d'arrêt de Bois d'Arcy et la maison d'arrêt de Bois d'Arcy va rémunérer les détenus qui travaillent en cotisant pour les détenus qui travaillent comme un salarié lambda. D'accord. Et cet industriel donc, a développé ce travail en détention et il embauche des détenus quand ils sortent, pas tous, mais certains détenus qui sont les meilleurs, et il les embauche ensuite dans son entreprise dans le cadre de la réinsertion, ce qui est vraiment une initiative assez exceptionnelle. Le travail à l'intérieur de la prison et la réinsertion par le fait de trouver un travail. Exactement, alors, soit chez lui, soit dans d'autres entreprises, évidemment. Et donc le travail peut être tout type de travail en prison. Là, en l'espèce, on est dans le monde industriel, donc c'est de la mécanique. Mais ça peut être absolument n'importe quoi. Je sais que dans certains avions, notamment je crois que c'est Air France, où il y a des plateaux repas qui sont faits par des détenus. Mais il y a beaucoup de ce genre de contrats avec les prisons, ou c'est assez exceptionnel? Parce que vous avez l'air de dire... Oui, non, je pense que c'est encore marginal. Mais justement, cette opération de ce matin, où il y a Éric Dupond-Moretti... Geoffroy Roux de Bézieux, qui est donc le président du MEDEF. Il y a le préfet. C'est dire l'importance pour les entreprises, d'ailleurs. Absolument. S'il y a le président du MEDEF qui est là, c'est que c'est important pour les entreprises. C'est une opportunité pour les entreprises, j'allais dire sur le plan financier, avec un niveau de travail qui est plutôt bon, d'autant plus qu'ils les forment. Oui. Donc c'est un investissement de l'entreprise en termes de formation, en termes d'équipement de cet atelier,
Et il y a un retour, bien évidemment, en termes d'abord, c'est une facture qu'ils payent à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Donc, ils payent en facturation il n'y a pas de le prix contrat direct avec les détenus. Non, mais ça, c'est totalement interdit. D'accord. Et donc, le prix qu'ils versent, c'est 45% du SMIC, et une partie, évidemment, ils couvrent les cotisations que paye la maison d'arrêt. Il faut que pour la maison d'arrêt, il n'y a pas de coût. Voilà. Et au contraire, il y a une réinsertion, ce qui est quand même très bien dans ce milieu-là. Donc, oui, parce que l'un des vrais problèmes, c'est en effet ce qu'on fait à la sortie. C'est le problème de la réinsertion. Surtout pour les détenus qui sont là sur des... Alors, Bois d'Arcy, c'est une maison d'arrêt, donc normalement, il n'y a pas de détenus qui purgent de peine. Ce sont des détenus qui sont en attente de jugement. En attente de jugement. Il y en a certains qui sont condamnés, qui passent par la maison d'arrêt avant de partir en centre de détention. Mais c'est quand même très bien pour ceux qui sont dans l'attente d'un jugement, qui ont leur jugement, et ensuite qui vont sortir ou pas. Mais ça peut exister dans les centrales, ça peut exister dans ça peut exister partout. Dans d'autres types d'établissements pénitentiaires, évidemment. On va organiser, donc je vais organiser avec cet industriel, au niveau du MEDEF Yvelines, on va organiser à nouveau une visite de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy avec des entreprises qui peuvent être intéressées pour qu'elles sachent que... alors elles vont savoir que ça existe si elles écoutent les informations, mais on va justement les sensibiliser à l'intérêt de le faire, et que les détenus ne sont pas forcément des parias. C'est gagnant-gagnant. Absolument. C'est gagnant-gagnant, absolument. C'est gagnant-gagnant pour la maison d'arrêt, pour l'entreprise et pour les détenus. C'est important. Ouais. Je pense qu'il faut saluer toute initiative permettant d'assurer la réinsertion en fait, des détenus. Et ce qui est intéressant, vous l'avez souligné, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, c'était une expérimentation au niveau gouvernemental qui permettait justement de mettre en place des initiatives assez originales pour permettre justement ce travail de réinsertion. Cette expérimentation a été évaluée comme étant positive, et donc finalement le gouvernement l'a pérennisée et encadré. Je trouve, c'est essentiel. Ouais. Et on connaît le taux de personnes qui répondent favorablement parmi les détenus? Je ne sais pas. Parce que c'est sur la base du volontariat, j'imagine. C'est sur la base du volontariat, oui. De la capacité aussi. Et de la compétence. Et après, ils peuvent vouloir se former aussi, peut-être. Et de la formation. Parce que ça engendre évidemment de la formation, bien sûr, de formation professionnelle. Pas du tout manuel, qui n'a pas du tout une formation manuelle. C'est un peu compliqué, quoi. Après, alors sur le plan... Alors j'ai entendu ce matin, justement, à la radio, un détenu qui faisait du codage et des logiciels. Donc ils peuvent pas, bien évidemment, ils sont pas sur Internet ni rien. C'est ensuite la maison d'arrêt qui envoie ça à un prestataire pour que ce soit ensuite mis sur Internet. Mais les détenus font le codage de logiciels. Et donc, ils ont une formation au codage. Et ça, c'est sûr que quand ils sortent de détention, il y a une demande incroyable d'embauche de codeurs. Milieu informatique, évidemment. Bien sûr, voilà. Voilà, donc, merci de nous avoir parlé de cet événement, puisque ça se déroule aujourd'hui à la prison de Bois d'Arcy. Et on y reviendra peut-être dans d'autres éditions. Raphaël, on va parler de vous. On va parler des confessions d'un marathonien. C'est joli, les confessions d'un marathonien. Absolument, oui, j'ai l'impression d'être... vous avez donc couru le marathon de Paris dimanche. Hein, oui, absolument. C'était votre premier marathon? Non, c'était mon 5e marathon, et le 4e à Paris. Et le 4e à Paris. Voilà, oui. Et alors, vous êtes comment là, 2 jours après? Ça va, j'ai mal aux jambes, mais c'est normal. Mais sinon, non. D'autant que vous êtes parti sans trop d'entraînement pour des raisons... Voilà, pour diverses raisons, j'ai eu une préparation, on va dire, catastrophique. Mais donc, finalement, quand je suis parti, je n'étais pas sûr de terminer. Et j'étais ravi de terminer, et peu importe le temps, finalement. Mais l'important, c'était vraiment d'avoir pu parcourir ces 42 km dans Paris, dans une ambiance qui est extraordinaire. Alors, on a eu peur au début puisque la météo était très changeante et très pessimiste, mais au final on a eu un temps clément, parfait pour courir finalement, pas de soleil, pas de chaleur, pas trop de vent, pas de pluie, donc finalement ça allait. Pas de pluie, oui. Pas de pluie. Ça, c'est plus... Oui. Et non, par contre vraiment c'est une manifestation grandiose. Je me permets de remercier à la fois l'organisation, mais aussi les bénévoles, parce qu'il y a plusieurs milliers de bénévoles qui c'est vraiment... Des centaines de bénévoles, absolument. Avant, pendant et après, et puis toutes les forces de sécurité, l'organisation, la sécurité civile. Voilà. Mais sinon,
courir dans Paris, sur les champs, traverser tous les... Est-ce qu'on voit Paris différemment? Ou est-ce qu'on a le temps de regarder Paris? En ce qui me concerne, on a le temps de découvrir, de redécouvrir, parce que je cours dans Paris actuellement. On a le temps de découvrir Paris durant le premier semi-marathon, en partant des Champs jusqu'à Vincennes et au retour un petit peu vers la Bastille. Par contre, à partir du moment où on a franchi le semi-marathon, on regarde plus ses pieds, on regarde plus la ligne blanche, on suit la ligne. Voilà. Par contre, on entend et on écoute les encouragements. C'est fantastique en fait. Ouais. C'est fantastique. C'est toute comparaison étant égale, mais c'est un peu ce que disent les gens qui participent, vous savez, au chemin de Compostelle, en disant on va pouvoir penser, réfléchir à soi, et ils me disent au bout d'un moment, on pense qu'à ses pieds, à ses ampoules. Absolument. Et c'est un peu ça aussi. Mais c'est vrai que il y a les participants. Parmi les participants, il y a de tous horizons. Il n'y a pas que des. Enfin, il y a des bons sportifs tous, évidemment, mais. Alors, là où je suis assez surpris, c'est de voir toutes les morphologies. Oui. Toutes les morphologies, des grands, des petits, des personnes fortes. Très fortes. Il y en a même qui ne courent pas, mais qui marchent et qui ont des cannes, mais qui sont quand même inscrits et qui font le marathon et qui arrivent. Ils mettent combien, 8 heures? Ils mettent 7-8 heures. Mais l'important finalement c'est de terminer. Le plus âgé à 93 ans, la plus âgée à 83 ans. C'est incroyable. En fait, c'est une fête aussi. C'est une fête. C'est une fête, quoi. C'est une fête, c'est un challenge personnel, c'est une épreuve sur soi aussi. Je pense que quand on court le marathon, il y a plusieurs objectifs, soit faire un chrono, un temps, passer du temps avec des amis, ou alors aussi pour se dépasser soi-même. Vous êtes entre copains ou... Non, moi je cours tout seul. Solitaire. Je cours tout seul avec 50 000 autres personnes, mais oui. Non, voilà. Et puis voilà, je préfère courir tout seul, mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que souvent, pendant plusieurs kilomètres, on court avec quelqu'un. Bien sûr, on trouve des camarades de course au fur et à mesure, donc alors on échange. Vous avez mis à peu près 4 heures, ce qui est un très bon temps. Oui. C'est très très bon temps. Alors, les champions, les gens qui gagnent, c'est un peu plus de 2 heures à peine. Celui qui a gagné, là, l'Éthiopien, alors j'ai mal prononcé son nom, c'est Ayane Abaya, il a mis 2h07. 2h07. Et alors, ce qui est lent pour un marathon, mais le marathon de Paris a cette particularité, c'est qu'il est vallonné. Ah oui, il est vallonné, il n'est pas plat. Et surtout les tunnels. Oui, il y a beaucoup de tunnels. Et on se rend compte, quand c'est vallonné, que c'est beaucoup plus que quand on marche normalement. Quoi. Et la première femme, la Kenyane, a terminé en 2h23. Alors moi, j'ai ce souvenir-là, j'ai des avoir vu passer, et c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'ils courent plus vite que nous quand on sprint, quoi, en gros. C'est ça. Et c'est absolument alors, eux, il n'y a pas beaucoup de morphologies différentes. Ils sont assez secs, quand même. Pour l'élite, non, ils sont à peu près sur le même modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis parti, on part des Champs, on arrive à la Bastille, et donc on est quoi, 5-6 km, même pas, et on voit déjà les premiers qui sont sur la fin du semi pour partir vers le Bois de Boulogne. Donc en fait, on est parti au bout d'une demi-heure, ils sont déjà quasiment terminés finalement. Oui. Bravo. Ça vous tente, non, Véronique? J'adore marcher, mais 42 km, je trouve que la distance... C'est un vrai challenge. C'est un vrai exploit. Non, j'admire pour l'instant, l'exploit. Florence, vous le faites? Non, moi je ne fais pas, mais j'ai couru pendant toute une époque, là j'ai arrêté de courir et je marche beaucoup, mais je courais 10 km max, quoi. Oui, pas 10 plus, km, on sent, c'est déjà beaucoup. 10 km, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est beau. Non, c'est pour ça que moi je suis très admiratif sur les 42 km. Bravo. Oui, moi aussi. Bravo, Raphaël. Merci. Et puis, il y a 50 000 autres aussi. Et vous avez l'intention de continuer comme ça, tant que vous pourrez? Tant que je peux, oui. Là, comme je disais juste hors antenne, je me suis réinscrit pour l'année prochaine, donc voilà. Génial. Voilà. Puis peut-être d'autres challenges aussi, peut-être d'autres. Il y aura vous avez vu le parcours des Jeux Olympiques? Oui, c'est un beau parcours. Alors avec on va dire une orientation historique par rapport à la Révolution française, mais je vais mettre ça de côté. C'est très bien pour les Yvelines.
Oui, parce qu'il y a un gros passage. Un beau passage voilà. qui reprend en grande partie le tracé aussi de la course Paris-Versailles. Donc ça, c'est aussi très intéressant, notamment Viroflay, Chaville, Meudon. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Moi, qui connais bien aussi le Paris-Versailles, c'est une belle course. Par contre, Oui, c'est une très jolie course aussi. C'est une très jolie course. Le seul problème, je vois deux problèmes. Le premier, c'est que ce ne sera pas un parcours à record. Parce qu'il est tellement vallonné que voilà, ce sera compliqué. Et j'ai peur, mais ça c'est par rapport à ma pratique, j'ai peur qu'il y ait comment dire. Je pense que Intramuros, ça aurait été un petit peu plus magique. Voilà, j'ai peur que sur une partie, sur la partie Ville d'Avray, Boulogne, ce soit un petit peu plus étendu. Un peu plus vide, un peu plus. Voilà. Ouais. Mais oui, c'est joli. C'est joli. Mais voilà, c'est juste cet élément-là qui me. C'est vrai qu'il y a ça doit être la même chose à New York. Enfin, il y a une ambiance à Paris évidemment. Une ambiance absolument particulière. En même temps, c'est les Jeux Olympiques. C'est l'ambiance chaudron, finalement. Oui, absolument. Chaudron que, voilà. Mais non, c'est un très beau parcours aussi pour le marathon. Vous irez l'essayer quand même. Vous l'avez déjà fait. Oui, Paris-Versailles, absolument. Oui. Bon, on parle un peu de la situation politique, sociale et juridique. C'est l'affaire des retraites. Alors, la question, c'est comment s'en sortir, quoi. Alors, comment s'en sortir ? Il y a plusieurs thèmes sur lesquels on pourrait réagir. Les thèmes politiques, on voit bien que Elisabeth Borne est en train de recevoir les partis politiques, elle recevra aussi les syndicats, donc il y a la dimension sociale. Et puis, il y a une dimension juridique qui est très importante, puisque le 14 avril, je crois, le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la loi, enfin valider la loi ou en retirer quelques articles ou invalider quelques articles. Pourquoi c'est important, Raphaël ? Alors, et pourquoi on en parle ? On parle souvent du Conseil constitutionnel, mais là, on en parle comme d'un enjeu essentiel, ce qu'on fait rarement quand il y a le vote d'une loi. Alors, on en fait un enjeu essentiel à plusieurs titres. Il faut que j'essaye de bien numéroter tous les éléments. La première chose, c'est que là, ça va être le moment c'est pour l'instant la réforme phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a suscité un nombre d'oppositions. Donc là, ça va être le juge de paix d'une certaine manière. Le Conseil constitutionnel va être celui qui va valider ou non la loi. Ça, c'est un premier élément et qui permettra peut-être à la suite du quinquennat de se dérouler dans des conditions plus ou moins normales. Ça aura peut-être des conséquences politiques. Oui, ça c'est sûr. Après, ce qui est important, ce sont les éléments, les moyens juridiques sur lesquels le Conseil constitutionnel a été saisi. Il y a 5 recours qui ont été déposés au Conseil constitutionnel, 4 de l'opposition, enfin des oppositions, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, et 1 de la Première ministre. La saisine des parlementaires, elle a vocation à faire échouer la réforme, ça on s'en doute. La saisine de la Première ministre est intéressante que, alors c'est rare que le gouvernement, mais ça existe. C'est rare, mais la volonté, il y a une double volonté. Soit c'est de légitimer sa réforme, soit c'est d'éventuellement de trouver un échappatoire et d'éventuellement avoir une censure qui permettrait au gouvernement de renouer le dialogue social. Et surtout de ne pas perdre la face. Donc ça, c'est sans perdre la face. Bon. Ça, encore que, mais en tout cas, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a 3 points essentiels sur le plan juridique qui peuvent être intéressants. Et ce sont les éléments des saisines. Ce sont des éléments procéduraux. Je ne vais pas rentrer dans le fond de la réforme, d'ailleurs je ne suis pas le spécialiste sur ce point, mais 3 éléments procéduraux. Le premier élément, c'est de dire que la réforme a été adoptée par ce qu'on appelle un véhicule législatif, le projet de loi rectificatif sur le financement de la sécurité sociale. Et donc, en fait, ce qui est dit, d'après les parlementaires, c'est qu'en utilisant ce véhicule législatif, le gouvernement avait en amont anticipé les problème et l'obstruction parlementaire, ce qui permettait au gouvernement de solliciter
des articles de la Constitution, notamment le fameux article 47 alinéa 1, qui permettait de raccourcir le temps des débats. Donc il y aurait eu un détournement de pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'atteinte au droit d'amendement de l'article 44 de la Constitution. Les parlementaires estiment que le 49.3, le 47-1, d'autres articles de la Constitution, la mobilisation des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, bref, pour bloquer, là encore, ou raccourcir les débats, ont porté atteinte et certaines irrecevabilités aussi qui ont été déclarées par le gouvernement sur près d'1 millier d'amendements. Tous ces éléments-là font que, d'après les parlementaires, il y aurait une obstruction au droit d'amendement et donc une insincérité du débat parlementaire. Et puis le troisième élément, ce qui est un peu de la tambouille, mais c'est aussi le fait qu'il y aurait ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Le fait que dans ce projet de loi, il y ait des éléments qui ne concernent pas la retraite, enfin pas la retraite, mais le financement de la sécurité sociale. Oui, la sécurité sociale, pardon. Oui. Mais là encore, sur ces éléments-là, alors je ne préjuge rien de ce que dit le Conseil constitutionnel, mais sur ces points-là, on voit mal quand même une censure, en tout cas totale, ça c'est clair, totale. Après, voilà. Après, il y a l'article 2, en effet, qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre de la sécurité sociale. Mais voilà, donc ce sont les éléments juridiques du débat, on verra. Alors, on parle du 14 avril, mais on ne sait peut-être que le Conseil constitutionnel se positionnera avant sur une autre saisine, celle sur le référendum. Oui. Ce référendum d'initiative populaire. Alors, partagé. On peut en dire un mot tout de suite, non, peut-être. Alors ça, il faut... c'est les parlementaires. Ce sont les parlementaires, 252 parlementaires de mémoire qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour déposer une proposition de loi référendaire visant à limiter l'âge de la retraite à 62 ans. D'accord. Donc le Conseil constitutionnel doit actuellement étudier la recevabilité de cette Alors après, il faut que ça soit signé par 4 millions. Après. Il faut d'abord la recevabilité. La recevabilité, c'est-à-dire que le Conseil doit vérifier que le projet de loi, la proposition de loi, rentre bien dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire une réforme d'ordre social, économique. Bon, là, a priori, ça devrait y aller. Ensuite, il ne faut pas que le projet de référendum porte atteinte, ait pour objet d'abroger une loi promulguée depuis moins d'1 an. Et la troisième condition, c'est qu'on ne peut pas revenir par cette proposition sur un référendum négatif depuis moins de 2 ans. Donc sur le même sujet. Si le Conseil constitutionnel considère que le projet est recevable, eh bien dans ce cas-là, il va le soumettre à l'Assemblée, qui permettra ensuite de discuter du projet de loi et après de recueillir ces fameux 4,8 millions de pétitions pour ensuite soumettre au référendum. Donc la procédure est comme assez longue. Donc c'est assez long et ça veut dire que le Parlement n'est pas du tout obligé, même s'il y a eu 252 personnes, ça ne fait pas une majorité. Donc le Parlement n'est pas du tout obligé d'approuver le texte. Non, absolument. Et après, par contre, si le président estime estime devoir pas c'est par le référendum, oui. Là, il peut le faire. Il peut le faire. Donc on a quand même un certain nombre d'étapes avant de voir le référendum arriver. Mais le président a bien le dernier mot à l'issue. Il peut le considérer ou pas. Soit il le soumet à l'Assemblée, soit il le décide tout seul. C'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Il peut avoir le dernier mot, enfin il pourrait décider. Non, parce que si l'Assemblée dit non, je ne pense pas que le président puisse y aller quand même. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Okay. Non. Est-ce que... parce que, évidemment, vous l'avez d'ailleurs dit, il y a une dimension politique dans l'arrêt, la décision que va prendre le Conseil constitutionnel. D'une façon générale, enfin, si on regarde l'histoire des décisions du Conseil constitutionnel, est-ce que cette dimension politique existe ou est-ce qu'il reste plutôt sur des critères purement juridiques et purement constitutionnels ? Alors, où est-ce qu'on peut pas répondre à cette question ? Je vais répondre différemment. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions et dans ses déclarations, quel que soit le président, que ce soit Laurent Fabius ou avant, il se cantonne toujours à l'élément juridique. Il refuse, même si c'est dans sa jurisprudence, dans ses décisions, il se refuse à juger en opportunité politique. D'accord. Mais voilà, je ne dis que ce que dit le Conseil constitutionnel. Ensuite,
Il y a bien il faut bien lire entre les lignes, c'est que sur un grand nombre de textes, le Conseil constitutionnel fait quand même de la politique. Et parfois, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces décisions où il motive peu, ben là, il fait de la politique. D'accord. Voilà, c'est ça. Quand c'est très motivé, c'est qu'on est dans le voilà. Un vrai débat juridique. C'est ça. débat, oui. C'est ça. Mais quand c'est peu motivé, on peut dire que l'opportunité prime sur le juridique. Et alors le politique passe par ce qu'on peut dire, s'il veut faire que du juridique, sur une interprétation juridique de texte. Exactement. Exactement. Avec un axe finalement politique, sans le dire. Absolument. Il peut même faire des réserves d'interprétation. Et puis effectivement. Et le fait qu'Elisabeth Borne ait saisi le Conseil constitutionnel, comme vous le dites, c'est quand même une indication politique forte. Oui. Il n'y a pas que l'opposition, voilà. Non, Sur ce sujet, vous voulez intervenir? En même temps, la composition du Conseil montre déjà une couleur politique et peut laisser entendre qu'il y a... on peut imaginer que les nominations sont faites. Il y a Fabius, Juppé... Larcher, Ferrand... Larcher n'est pas au Conseil constitutionnel. constitutionnel. Non, mais pour les nominations, je parle des nominations. Oui, c'est nommé par le président de la République, la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat. Donc ceux qui sont nommés, qui sont là en place, ont été nommés, entre autres. Oui, mais enfin, quand bien même c'est une coloration politique, on sait un peu les oppositions entre le gouvernement et LR, par exemple, où ils ne sont pas tous d'accord. Oui, absolument. Donc c'est pas justement pas sur Oui, absolument. Sur le plan politique, il a été donné une mission à Elisabeth Borne qui était d'élargir la majorité. Ça semble assez compliqué. En tout cas, ça semble assez compliqué tant qu'on n'a pas défini un programme sur lequel on pourrait élargir cette majorité. Le plus simple, ce serait peut-être d'ailleurs de commencer par définir, je ne sais pas, les 5 grandes réformes qu'il faut faire avant la fin du quinquennat. Ça me paraîtrait la bonne méthode. On n'est pas parti comme ça, me semble-t-il. C'est un contrat de gouvernement, en fait. C'est un peu ça, des contrats de gouvernement. Qui a été suggéré, je crois que Rachida Dati l'avait évoqué. Maintenant, sur ce plan, sur le plan d'un appel à l'aide de la part du gouvernement qui a une majorité relative à l'Assemblée, forcément, en ayant une majorité relative, c'est compliqué de faire passer des lois, ou en tout cas des lois d'importance fondamentale, et qui serait un marqueur. Parce que le problème... Ce qu'on dit, c'est qu'en effet, est-ce qu'on va pouvoir continuer pendant 4 ans en recherchant des majorités d'idées sur tel et tel projet, en faisant des concessions, ce qui fait que les choses ne sont plus très claires. Et c'est pour ça que les seconds mandats sont souvent taxés d'immobilisme, parce que finalement, peut-être aussi c'est parce qu'on a tout fait au premier mandat et que le second, c'est finalement un accomplissement. Mais plus important ici, la difficulté, il y a un paradoxe intrinsèque qui consiste à considérer que normalement le président se fait fort d'avoir dans son programme des réformes qui sont des vrais marqueurs, on veut laisser sa trace. Donc ça va être compliqué de donner une image consensuelle à une réforme qui devrait être celle du président. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, si c'est vraiment son idée, même sur les retraites, on l'a bien vu, tout le monde a considéré que c'était une idée préalablement émise par la droite. Oui, c'était pas la réforme de départ que voulait Emmanuel Macron. Celle que Emmanuel Macron voulait faire. Oui. Il a fait des concessions pour arriver à bon an, mal an, enfin très difficilement, mais quand même à faire accepter les choses. Donc une vraie réforme qui lui tient à cœur, qui sera avec un vrai marqueur, ça va être compliqué. Il y a des sujets où c'est encore plus compliqué, enfin la fin de vie notamment, entre autres, mais bon. On va en parler, et puis, et puis entre autres, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut voir ça des deux côtés. Qui va accepter d'entrer dans le groupe? Il faut faire une analyse co-avantage. Il y a une rumeur qui dit que Gérard Larcher pourrait devenir Premier ministre. Il est très consensuel, en tout cas, le personnage. Après, ça dépend de la capacité au nouveau Premier ministre d'amener avec lui un certain nombre d'élus qui renforceraient la majorité présidentielle, pour le coup. Mais en même temps, il ne faut pas que le personnage soit trop fort dans l'image qu'il donne, parce qu'il fera de l'ombre au président. Donc il lui faut quand même quelqu'un... C'est peut-être le moment, quand même, je suis désolé, mais c'est vrai que l'un des problèmes d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir plutôt pris toujours des collaborateurs comme Premier ministre, même s'ils sont très brillants,
plutôt que des gens qui ont une stature politique. Peut-être qu'il se dit que c'est le moment de passer à autre chose. D'autant qu'il est en fin de mandat. Oui, C'est son dernier mandat. Oui, Raphaël? Oui, c'est vrai que Gérard Larcher remplit plusieurs cases, en fait, l'expérience, la connaissance du terrain, le réseau le aussi, territoire. le territoire. C'est vrai qu'il remplit beaucoup de cases. Après, c'est vrai que c'est la récente polémique sur sa retraite ou sur la recette des parlementaires permettrait de le disqualifier. Et en venant... C'est vrai que le Sénat n'a pas été grandiose là-dessus. Par contre, en venant, j'ai réfléchi à qui. Oui. À qui, et j'ai pensé à un ancien président du Sénat, alors c'est peut-être parce qu'il est ariégeois, j'en sais rien, mais Jean-Pierre Bel. Et je me disais que Jean-Pierre Bel pouvait aussi faire... Qui était le président socialiste du Sénat. sous le mandat de Hollande. Hein. Oui. Et je me disais que c'était peut-être un personnage qui pouvait faire aussi consensus. Surtout qu'il s'est passé quelque chose en Ariège dimanche, qui est assez intéressant, c'est-à-dire la défaite de la députée sortante LFI face à une socialiste dissidente quoi, enfin, qui ne veut pas d'alliance avec Mélenchon. Donc, ça, là aussi, parce qu'on parle de LR, mais il peut y avoir aussi un certain nombre de socialistes, enfin de sociodémocrates. Parce que les socialistes, je ne sais pas s'ils existent encore. Non, les sociodémocrates, comme celle qui vient d'être élue en Ariège. Qui ne veulent pas de la NUPES et qui pourrait peut-être justement pas être avec la NUPES. Quelqu'un d'autre. On ne sait pas encore où elle siégera. Non, c'est pour l'instant. Elle peut siéger avec les peut-être dans les non-inscrits. Oui, peut-être. On verra. Après, il y a le troisième point, c'est évidemment le dialogue social. On va bien voir ce qui va se passer jeudi. Est-ce que la manifestation va mobiliser beaucoup de personnes ou pas? Quelles seront les relations? Alors, il y a la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Et puis, il y a quand même la CFDT qui a demandé une pause. Alors, la CGT demande le retrait total de la mesure. La CFDT demande une pause. On voit bien que là aussi, il y a peut-être des appréciations différentes. Non, Véronique? La CGT reprend parce que la parole de Martinez était plutôt convergente et consensuelle, convergente avec celle de Laurent Berger. Il était prêt à demander lui aussi une pause. Enfin, on le sentait plus... C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été un peu mis en difficulté. Maintenant, on peut être d'accord avec... c'est Sophie, je crois, Binet, qui veut... c'est son premier jour, donc forcément, elle va chercher à être crédible. Voilà, donc elle fait une annonce. Il faut qu'elle rassemble. Voilà, il faut qu'elle rassemble, il faut qu'elle donne des gages à tout le monde et qu'elle n'aille pas trop loin. Mais on dit beaucoup quand même que c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement que d'avoir Sophie Binet en place de CGT, parce qu'elle a ce côté un peu réformiste, un peu moderne que n'avait pas Martinez. Donc là, elle va aussi vouloir conserver sa crédibilité, donner des gages à la CGT. Mais pour l'instant, ce sont des effets d'annonce. Si on imagine que le Conseil constitutionnel valide, la CFDT normalement doit dire stop, parce que Berger avait dit qu'il accepterait la décision, et donc là on peut sentir quand même qu'il y aura un retrait, enfin de la part en tout cas des plus légitimistes, des syndicats, et puis dont tout le monde a envie d'en sortir. Donc ça fera un peu moins de monde dans les rangs, ça fera un peu moins de manifestations, moins importantes, etc. Si la CFDT n'y va plus. Maintenant voilà, alors le problème c'est la base. La base peut déborder, mais la base a un autre souci, c'est il y a des caisses de grève, bien sûr, mais c'est juste quand on peut accepter de faire grève. Et ça, c'est le nerf de la guerre. On avait vu ça en 2010, enfin avec la réforme Sarkozy et Wörth des retraites, qui avait été votée, je crois, le 27 octobre. Le 28, il y avait une manifestation qui est beaucoup mobilisée. Et puis après, il y a eu 2 autres manifestations, et peu à peu, il y avait une démobilisation. On peut penser que c'est un peu la même chose, sauf qu'à l'époque, il y avait une majorité présidentielle, sauf qu'à l'époque, Sarkozy pouvait se représenter au présidentiel. Enfin, il y avait des différences politiques, sauf qu'à l'époque, il y avait aussi une alternance crédible avec le Parti socialiste. Et c'est vrai que les circonstances politiques étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Les circonstances sociales et économiques sont différentes aujourd'hui, parce qu'il y a le problème de la retraite, mais il y a le problème de l'inflation, il y a le problème des salaires. Il y a le problème des prix de l'énergie. Exactement. Donc, ça agrège toute une série de revendications et de très fort mécontentement de la part de la population. Mais si je peux juste revenir 2 secondes sur la retraite, je pense que ça a été... moi, je critique très fortement la méthode. Parce que je pense que si, dès le départ,
il y avait eu, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait à l'envers, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si dès le départ, il y avait eu des discussions avec les syndicats sur les conditions de travail, sur la pénibilité, sur la problématique des seniors, sur comment on fait pour garder les seniors dans les entreprises. Mais je suis bien placée en tant qu'avocate de voir qu'on ne garde pas souvent les seniors en entreprise et c'est un vrai problème. Donc s'il y avait eu toute cette discussion avant, pour régler tous ces problèmes-là, puisque là, c'est réglé de façon assez maladroite avec l'index senior qui va se faire retoquer, parce que c'est un cavalier, ça c'est sûr. Donc il va y avoir un problème dans la loi. S'il y avait eu déjà tout le débat qu'ils veulent avoir maintenant... de LR, hein, d'ailleurs. Pardon ? Qui était un amendement oui, du groupe LR. Et ça a été retoqué à l'Assemblée, c'est passé au Sénat. Et c'est passé ensuite, et ensuite c'est passé par la commission mixte. Mais là où ils vont aujourd'hui faire des discussions sur une réforme générale sociale, qui soi-disant va être peut-être un marqueur aussi, mais c'est maintenant qu'ils veulent en discuter, alors que s'ils en avaient discuté avant sur la problématique des carrières longues, des conditions de travail, etc., peut-être que la loi aurait été discutée différemment au niveau de la retraite et pas la faire passer dans la sécurité sociale. Et je pense que ça a été fait complètement à l'envers et on n'aurait pas eu ces réactions-là. Et puis... Après, ils disent qu'il y a déjà eu toutes ces discussions, toutes ces réunions dès le premier quinquennat avec la première réforme des retraites. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup discuté aussi. Avec mais la réforme des retraites n'était pas la même. C'était pas la même. Peut-être que la forme aurait dû... C'est une histoire de méthode. Mais on n'a pas proposé d'alternative. Il n'y avait pas de plan B. On aurait dû proposer un plan B, peut-être un peu de capitalisation, peut-être parce que là, on a resserré sur la défense du système de répartie par répartition, et peut-être que c'était là aussi... C'est aussi, ce qu'on peut lire aussi, notamment dans le rapport du corps, c'est que ce qu'on impose, oui, il y a 350 pages. Non, c'est pas ça, c'est que... Mais en même temps, ce qu'il dit, il y a plusieurs hypothèses. C'est ça, c'est le problème. Une des hypothèses, c'est de dire qu'il y a le problème des retraites, mais il y a un problème économique de dette, et que cette réforme, en bloquant à 64 ans, au lieu de dire c'est 43 ans de cotisation, parce que ça aurait pu être une piste, ça aurait été plus efficace, c'est de dire non, on met 64 ans, parce qu'il y a des gens qui ont plus de 43 ans de cotisation, on met quand même 64 ans pour pouvoir justement engranger des finances qui ne vont pas servir à la retraite forcément, qui vont aussi servir à la dette forte à la suite du Covid. Donc il y a quelque chose... Vous avez raison, on aurait dû parler du financement du quoi qu'il en coûte. C'est aussi le signal qui est fait au marché financier. Et c'est aussi pour ça que ça énerve un peu certaines personnes en disant c'est pas que pour la retraite, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème de méthode et de brutalité qui n'est pas comprise non plus par la population, brutalité du 47.1 que vous avez expliqué, du 49.3, enfin bon. Après, et donc ça passe pas. Après c'est la Constitution. Je veux bien qu'on dise que le 49.3 c'est un signe dictatorial comme on l'a entendu. Enfin c'est quand même la Constitution. Ça a été utilisé plus de 100 fois depuis le début de la 5e République. Mais le 47.1 aussi. Mais ça veut dire que si on utilise ce véhicule, si on autorise... Si on commence à critiquer les... Non, mais je critique pas. Je dis simplement, est-ce que c'est le bon véhicule pour pouvoir faire passer une retraite aussi importante de passer par le 47.1, 49.3 et la sécurité sociale? Oui, mais enfin, ils sont mauvais joueurs. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Je pense qu'on arrivera de toute façon à une fin. On va chercher une issue et une fin. Et l'issue politique, elle ne pourra pas se faire sans l'économie. Il y a nécessairement obligation de considérer aussi l'économie, parce que moi, ce qui m'interpelle, enfin ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est qu'il y a d'énormes coûts d'opportunité. On peut résumer ça comme ça. Tout ce qui est mis dans l'énergie pour faire en énergie pour faire grève, pour parler vulgairement, c'est ce qui n'est pas mis pour travailler, même si ça peut choquer, mais tous ces éléments, toutes ces dépenses qui ne vont pas produire à terme forcément un résultat, parce que il faut quand même voir qu'il y a autant de personnes, 60%, 70% régulièrement, qui sont convaincus, qui sont contre la réforme et qui sont convaincus qu'elle passerait. Depuis le début, il y avait autant de... Donc, les 3 quarts de la population... Voilà, exactement les mêmes. 68% contre et 68% qui pensent qu'elle va passer. Ça montre une résignation, mais ça montre bien qu'on fait ça à fond perdu. Donc il arrivera un moment où il faudrait peut-être dire, eh bien arrêtons de ces pertes, et puis considérons qu'il va arriver un temps où si on n'arrête pas, c'est l'économie qui aura du mal à repartir, la résilience sera mise en cause, et là... C'est problématique. Et une des questions d'ailleurs économiques importantes, c'est de savoir si ces grèves, plus les questions
dont parlait tout à l'heure Florence, c'est-à-dire les problèmes de l'énergie, du coût de l'énergie, etc., ne vont pas affecter la question de l'emploi. Oui, parce que question essentielle. l'emploi est fragile, on est à 7%. Là, pour l'instant, ça va, mais... L'objectif, c'était le plein emploi, c'est 5%, on n'y sera pas, et dans les calculs du corps, on voit bien que c'est ces hypothèses qui ont été reprises et qui peuvent altérer fortement les résultats. Oui, Raphaël, pardon. Oui, juste pour préciser, si la loi est validée par le Conseil, c'est pas une fin en soi, parce qu'il y aura aussi, après, derrière, tout le travail des décrets d'application. Oui, absolument. Donc là aussi, ça va générer un certain nombre de négociations et de travail. Les décrets, alors, juridiquement, c'est le Conseil d'État, là, après? Alors non, c'est le gouvernement. C'est le Non, gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est pas qui prend les décrets, non, mais qui le juge, pardon. Alors les décrets, effectivement, c'est le Conseil d'État qui sera le juge en premier dernier ressort des décrets s'ils sont contestés. Oui. Non, c'était juste, pour voir. Oui, et juste un tout petit mot pour rester sur le problème de financement des retraites, c'est que et le mécontentement de la population, c'est de voir aussi toutes les très grandes entreprises qui ont dégagé des bénéfices énormes et gigantesques. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui se dit mais pourquoi est-ce qu'on fait financer les retraites en allongeant de 2 ans le travail, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé chercher sur ces super profits, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas taxés? Alors c'est la politique du gouvernement, c'est de dire on ne met pas plus d'impôts, mais sur ces super profits, ils disent mais pourquoi ça n'aurait pas pu aussi venir pour pouvoir financer la retraite sur le déficit qui va arriver d'ici 2030, mais pourquoi est-ce qu'on a pris ce choix-là alors que nous, on est au SMIC, on a des salaires peu importants et on est quand même impacté par tous ces problèmes d'énergie, etc. Ce dont on parlait. Les Espagnols, ils ont monté les cotisations sur les grandes entreprises et finalement ça s'est fait très vite. Oui. Voilà. La contrainte était forte aussi. Bien sûr. Ouais. Et ça a marché? Bah oui, parce que c'est sûr, ça passe. Bien sûr que ça passe. Donc il y avait d'autres solutions peut-être. Il y avait d'autres solutions qui n'auraient pas généré tout ce bazar. Qu'on change de sujet peut-être, parce que c'est une question importante sur le fond, mais c'est une question importante pour la vie démocratique. C'est la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a été une convention plutôt calme, plutôt sérieuse. On en parle. Une convention sage, j'ai dit c'est assez vrai, parce qu'il y avait la convention sur le climat, avec peut-être l'erreur de dire qu'on prendrait d'emblée toutes les mesures qui seraient voulues par cette convention, et après le gouvernement et le président de la République se sont rendus compte que c'était impossible. Là, dès le départ, il a été dit que tout ce qui serait proposé par la convention ne serait pas forcément l'objet de la loi. Donc ça, c'est intéressant. Sur le plan démocratique, c'est vrai qu'on a un problème de démocratie en France. On ne sait pas très bien comment faire. La démocratie représentative semble plus être tout à fait aussi efficace qu'on le voudrait. C'est vrai que c'est une procédure intéressante, ces conventions citoyennes. Intéressante, oui. En théorie, c'est intéressant. Je suis, à titre personnel, assez sceptique oui. Sur le recours de plus en plus systématique aux citoyens comme étant un pseudo-expert en politique publique. Ça, c'est mon avis personnel. Mais effectivement, il faut trouver de nouvelles formes de citoyenneté, de démocratie. On parlera peut-être d'un instant des trottinettes et de la votation tout à l'heure. Oui. Là aussi, c'est une démocratie locale. Effectivement, c'est une avancée. On va dire que c'est une avancée démocratique, ce qui permet à la fois d'articuler, de concilier des intérêts qu'on appelle profanes, des personnes qui ne connaissent pas forcément le domaine, et des scientifiques. Il faut voir que dans la composition de cette convention, là je l'ai noté, il y a des représentants du CESE, des représentants des milieux de la recherche universitaire, des représentants du Conseil consultatif national d'éthique, du Centre national des soins palliatifs, et puis 2 citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne sur le climat. Ça, plus les 100 et quelques... C'est des tirés au sort qui sont tirés au sort chaque coup. Plus les autres qui sont tirés au sort. C'est l'institut de sondage qui appelle les gens comme, est-ce que vous voulez faire partie ou pas. Non. Ce qui est effectivement intéressant, c'est que sur un sujet qui est quand même extrêmement complexe, à la fois sur le plan juridique évidemment, mais sur le plan philosophique, moral, éthique, religieux aussi, il ne faut pas l'oublier, eh bien on s'aperçoit que les propositions de cette convention sont assez...
je vais pas dire consensuelles, mais elles sont peu, quand même assez Si, parce qu'il y a- équilibrées. Assez équilibrées, et il n'y a pas eu de véritable affrontement, en tout cas en apparence, Mais d'opposition l'immense frontale. majorité dans ce qu'il dit, c'est il faut améliorer les soins palliatifs. Voilà. Donc ça, c'est très consensuel. Ça, effectivement. Mais après, 95%, ils sont mais le fait, favorables à ça. mais il n'y a, me semble-t-il, il n'y a pas une majorité écrasante sur il faut légaliser. Non, c'est voilà. 30, C'est ça. 35%, je crois. Enfin, Exactement. c'est un peu une majorité C'est ça. parmi les votes, mais c'est pas une majorité absolue, tout à fait. en tout cas. Et ce qui est intéressant, je disais, oui, c'est une procédure démocratique, c'est peut-être aussi un moyen de se débarrasser d'un sujet très compliqué. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il est très compliqué de légiférer. Pour une raison simple, c'est que c'est très d'abord personnel. voilà, c'est très personnel. personnel. Donc, Parce que moi, j'aime beaucoup la phrase de Régis Debray qui disait la fin de vie, c'est toujours la fin d'une vie. Non, mais Donc c'est très compliqué, voilà, c'est un parce qu'il y sujet a des convictions différentes. Bien sûr. Mais je suis assez d'accord pour dire que cette convention permet, alors d'abord d'informer les 182 personnes, parce qu'elles ont eu des séminaires, des formations par des sachants et des experts, qui étaient extrêmement enrichissants, et peut-être qu'il y en a certains qui ont évolué, dans un sens ou dans l'autre, Oui, absolument. sur le sujet. Et après, que va faire le gouvernement de ces décisions? Alors, sur l'amélioration de la fin de vie, sur les soins palliatifs, c'est réclamé par quand même beaucoup de familles, parce qu'il y a un déficit en France d'endroits où on peut avoir des soins palliatifs, alors que c'est quand même un lieu de fin de vie qui est quand c'est Oui, il y a un problème de la fin de vie. il y a un C'est vrai évident. problème de l'approche de la mort. Parce Oui. qu'on dit la fin de vie, mais c'est aussi l'approche de la mort. Donc, c'est extrêmement important, tant pour le malade que pour la famille, parce qu'elles sont aussi dans les soins palliatifs, accompagnées, entourées. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils prévoient de pouvoir mettre en place des soins palliatifs à domicile. Ce qui n'est pas facile, je pense, ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut être entouré. C'est peut-être plus simple dans un lieu soit hospitalier, soit il parlait des EHPAD, mais les EHPAD, quand on voit des fois certains EHPAD, on Ils a sont un peu pas peur, équipés. quoi, déjà. Ils ne sont pas équipés pour les soins palliatifs. Ils ne sont pas du tout équipés pour les soins palliatifs, déjà, qui sont moyennement équipés pour les soins quotidiens des personnes âgées. Donc, Non, c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, il y a les deux grandes questions. Qui sont le suicide assisté et ou l'euthanasie, et ou, je dis parce que ça peut être les deux. La grande différence, le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui souhaite mourir, qui met fin à ses vies. qui met fin à ses jours, aidé par le corps médical. L'euthanasie, c'est le corps médical qui décide de mettre fin à une vie. Mais je crois que dans la Convention, ils ont bien dit que l'euthanasie était très exceptionnelle. Absolument. C'est exceptionnel. Voilà. C'est exceptionnel. Mais évidemment, ça pose des problèmes éthiques. Alors après, vous parlez de la religion, c'est vrai. Après, on est dans un État laïque. Je veux dire, personne, même s'il y a une loi, personne n'est obligé de la suivre. Absolument. Mais je n'oublie pas que si loi devait y avoir, ça passerait probablement soit par le Parlement. Oui. Alors après, il peut y avoir des considérations religieuses parmi les parlementaires, ou alors éventuellement par référendum. On ne sait jamais. Peut-être que sur un sujet de ce type, ça pourrait. Je dis bien en théorie ça pourrait, mais là aussi des questions religieuses pourraient aussi entrer en ligne de compte. Alors c'est vrai que beaucoup de lois récentes, notamment, ont contourné enfin, je veux dire, ce sont des lois laïques, donc on a contourné des prescriptions religieuses. Mais sur une question de ce type, il ne faut pas mésestimer le poids de la tradition, ce qui était des d'ailleurs, valeurs aussi personnelles. Oui. Très étonnant, c'est que les sondages, il y avait un sondage qui se baladait tout le temps, qui disait qu'il y avait plus de 90% des Français qui étaient favorables à l'euthanasie. Je sais pas ce pour que les autres, Pour les autres, oui, mais j'ai peur de dire ça, mais non, mais c'était, oui, voilà, c'est ça. j'ai pas deviné ce sondage, presque mais ça, hein. c'était très, bon, ça veut rien dire, quoi, 90%. Et d'ailleurs, c'est intéressant que la Convention n'ait pas suivi un peu cette ère du temps, quoi, qui aurait pu être trop simplificateur ou trop manichéen, quoi. Alors, j'ai lu un article d'un Néerlandais
Oui, qui il y a 20 absolument. ans, voilà, Qui était favorable. Qui était favorable il y a 20 ans, qui Absolument. a poussé, qui a évolué là-dedans, et maintenant qui fait marche arrière. Qui disait, en gros, Oui. alors à l'époque, il disait on était pour l'aide à la fin de vie parce que les gens avaient peur de la mort. Et aujourd'hui, ce qu'il craint, c'est que, au fond, les personnes âgées ou diminuées aient peur de la vie. Oui, et de vivre, quoi. Enfin, Oui, mais d'être un poids, d'être. Mais au-delà de ça, ce qu'il disait, c'est qu'il y a un vrai danger d'ouverture de cette loi vers d'autres spectres, notamment sur les mineurs, donc ce qui est exclu par la Convention. Mais Oui, il dit mineurs, attention, alors, parce qu'au départ. La Convention ne s'est pas prononcée. Hein. Non, elle a exclu les mineurs. Oui, Sur la enfin, Convention. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Elle laisse le problème il disait ouvert. qu'en 2002, c'était une loi qui était équivalente à ce qui peut ou pas sortir de la Convention, mais que petit à petit, ça s'est ouvert, ça a intégré les mineurs, ça a intégré des personnes âgées qui pas forcément auraient pu, dans le cadre de la loi d'origine, en bénéficier, et que ça devenait extrêmement dangereux. Sur de l'euthanasie entre guillemets de personnes qui ne sont pas forcément prêtes à mourir, et que c'est très dangereux. Et il disait attention en France de ne pas avoir des dérives comme nous on peut avoir des dérives aux Pays-Bas. Je pense qu'on ne pourra jamais vraiment cerner les motifs parce que les motivations sont, comme on le disait, individuelles. Et donc on ne peut pas prévoir un système qui réponde à des motivations qui peuvent changer, qui sont individuelles. Et généralement, l'État, quand il décide, parce que là c'est bien l'État qui va essayer de décider à ma place, il y a quand même 3 types de concernement. Il y a le concernement individuel, collectif et étatique. Donc le collectif peut parfois être en questionnement avec l'individuel. On demande la vaccination individuelle parce que c'est un bien collectif, c'est une protection collective. Donc là, l'individuel et le collectif peuvent se comprendre. L'État, lui, est celui qui va contraindre à la vaccination. Donc le concernement étatique vient de ce que l'État a compris et va imposer aux individus. Mais là, sur cette question, moi, je suis très, très mal à l'aise sur cette question parce que je crains à la fois les dérives. Ça c'est évident. Je ne sais pas jusqu'où on peut considérer que la demande d'un malade est entendable ou qu'il est vraiment en pleine possession de toute sa capacité à décider. Il y a le moment de la demande aussi. Voilà, quand on demande, et puis on peut demander tout à fait aujourd'hui. On peut vouloir aujourd'hui, puis demain l'inverse. Absolument. Et puis en même temps, on entend aussi, pour être un peu dans un registre un peu moins triste, ce sont aussi ces expériences médicales où on nous dit qu'on pourrait vivre jusque 100 ans et voire plus, et qu'on recherche comment éviter la dégénérescence de tous à la fois des éléments, je dirais, des organes et l'apparence. Donc tout cela Je parlerai des rats tout nus un jour. Un animal fantastique. Mais qui vit 30 combien ans. Un rat vit 2 ans, le rat tout nu vit 30 ans. On a essayé de lui injecter tous les cancers du monde, il ne les attrape pas. Et donc c'est un objet de curiosité formidable pour les scientifiques, et qui pensent que oui, on peut arriver d'ici quelques années à vivre 120 ans, 130 ans sans aucun problème. Il y a cet exemple, comme si on avait 50 ans. Dans le Figaro Magazine, il y a j'ai vu cet exemple d'un milliardaire américain, absolument. Et qui a essayé, et qui a à 50 ans sa peau de 30 ans. Il gagne une dizaine d'années déjà, oui. Mais il essaye tout. Enfin, c'est plus une vie parce qu'elle ne vit que pour cela. Donc je ne sais pas jusqu'où. Voilà. Et là où il est formidable, c'est qu'il met tout sur Internet, donc on peut suivre exactement ce traitement. C'est un grand désespoir des enfants, ça, parce qu'ils ne peuvent pas la succession, ils vont l'attendre très 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 longtemps. Il faut des fondations après. Le problème aussi de la dérive, c'est sur les personnes qui sont psychiatriquement atteintes et qui disent que psychiquement elles ne peuvent pas vivre. Oui, mais c'est ça. Les jeunes aussi se problème du suicide assisté ou pas, quoi. C'est très compliqué. YouTubeuses qui voulaient. Bien sûr. C'est ça qui peut être très compliqué sur l'évolution de. Non, on voit bien qu'il y a des. C'est vrai que le suicide. Enfin, juridiquement d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le suicide n'est pas condamné. Pourquoi l'assistance au suicide le serait-elle ? Parce qu'on apporte l'arme. Oui, c'est vrai, mais bon, a priori, il n'y a pas de complicité s'il n'y a pas d'acte. Oui, mais là, la personne, quelqu'un qui se suicide, j'allais dire, normalement et par elle-même, c'est elle qui se fournit la corde ou la fenêtre, qui prend les comprimés, voilà, c'est pas quelqu'un qui lui apporte. Donnez pas d'idée. Non, mais bon. Non, et après, on peut reconnaître qu'on a le droit de choisir sa mort. Mais on n'a pas le droit d'embarquer les médecins là-dedans, parce que certains médecins... Alors, les médecins sont pour accompagner. Il est là pour aider à vivre, il n'est pas là pour aider à mourir.
donner la mort, absolument. Donc on voit bien que c'est un débat. C'est pour ça que je disais que, au fond, cette convention citoyenne, c'est peut-être aussi un moyen de se débarrasser d'une question sur laquelle il est extrêmement difficile de légiférer. Mais il récupérera de toute façon le Parlement. Si mais ça se terminera par là. Mais voilà, ça donne peut-être une légitimation plus forte. Peut-être, oui. Mais ne serait-ce qu'on pourrait philosopher là-dessus, mais est-ce qu'on a un droit à mourir? Oui. Je ne sais pas. Si. Je ne sais pas. Comte Sponville dit c'est un droit de l'homme, le droit de mourir. Oui, enfin c'est un droit de l'homme, mais c'est un droit de l'homme. On a le droit de décider de sa propre mort. Non, je crois C'est pas. pas un droit de l'homme. Non. On a le droit de décider. Non, c'est pas un droit de l'homme. C'est pas un droit de l'homme. Non, mais Comte Sponville dit c'est un droit de l'homme. On peut Oui. considérer ça comme le droit de décider de sa propre mort est un droit de l'homme. Voilà. Oui, mais c'est pas un droit à mourir. C'est un droit de. C'est qu'on accompagne sur la dignité. Oui. Un cheminement vers la mort dans la dignité. Oui. Mais droit à mourir, je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a d'ailleurs cette association qui s'appelle Mourir dans la dignité, qui fait un travail formidable. Mais le terme mourir dans la dignité est tout à fait contestable, parce que ça veut dire que les autres sont indignes. C'est plutôt la liberté de mourir que la dignité de mourir qu'il faudrait, à mon avis, mettre en avant. Bon. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais mourir dans la dignité, oui. Mais ça veut dire quoi? Que les autres sont indignes? Oui, certains il y a qu'on certaines vit, conditions. Que ceux qui vivent sont indignes? Non, pas ceux qui vivent, ceux qui accompagnent. encore dignes de mourir. Non, mais ceux qui accompagnent. C'est un terme assez ambigu, me semble-t-il. On a un tout petit moment pour parler des trottinettes. C'est intéressant. Il va falloir descendre des trottinettes. De T, un N de T, c'est pas facile à écrire, trottinette. Non, justement, on parlait de nouvelles voies de la démocratie, voilà, c'en est une, et on pourrait penser justement que la démocratie directe est plus facile au plan local qu'au plan national. Or, quand on voit le peu de pourcentage de gens qui ont été votés pour cette votation, comme on l'a appelé, ça pose quand même problème. Alors, ça pose effectivement problème. Alors, juste pour rappeler les conditions du vote, c'est que les mairies de Paris avaient conclu des contrats de concession avec les opérateurs de trottinettes, et ces contrats arrivent à échéance. Donc, il faut savoir si on va les renouveler ou si la mairie va les renouveler ou pas. Et donc, elle a décidé d'organiser une consultation, pas une votation, enfin, d'appeler ça votation, mais c'est une consultation sur des citoyens pour savoir dans quel sens aller, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la consultation qui a eu lieu, c'est pas un référendum. C'est juste une demande d'avis qui a été organisée, non pas en vertu de la Constitution, non pas en vertu du Code général des collectivités territoriales, mais en vertu d'un autre code, le Code des relations entre le public et l'administration, qui permet aux collectivités de choisir une troisième voie de consultation sur la manière dont elles peuvent organiser leurs services publics. Bon, peu importe. En tout état de cause, c'est un sondage. C'est tout simplement un sondage. Ça n'a aucune valeur juridique. La mairie pourrait très bien dire, on continue de passer contrat avec les opérateurs. Et surtout, vu le faible taux de participation, je pense que la mairie de Paris ne va pas s'estimer liée par le... Sauf que le vote va dans le sens qu'elle souhaitait. Donc voilà, ça tombe bien. Donc ça, effectivement. Mais... voilà, c'est une simple demande d'avis, et c'est vrai que sur la démocratie participative, comme on dit, alors terme que je n'aime pas, mais bon, personne, voilà, sur ce thème-là, moi, ce qui me donne de l'urticaire, je vais le dire très clairement, c'est que beaucoup de gens ont estimé, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, on nous a volé le vote, etc. C'est scandaleux, le faible, mauvais. Alors c'est vrai que l'organisation est peut-être pas terrible. Alors, peu importe. moi, j'ai essayé de voter, on m'a dit il faut attendre 40 minutes. Oui, voilà. Et vous auriez voté quoi? Vous auriez voté quoi? Moi, je suis par principe contre l'interdiction des. je pense que le problème n'était pas l'interdiction ou pas l'interdiction, c'était la réglementation. C'est une réglementation qui n'a jamais été appliquée. Quand vous voyez 3 personnes sur une trottinette sans casque, sans rien, il faut les arrêter tout de suite. Ça, je pense que c'est plus l'organisation que l'existence même des trottinettes qui posait un problème. Mais bon. En fait, moi, ce qui me. Puis après, je vais arrêter de parler. Ce qui me choque, c'est ça va falloir qu'on conclue. Donc, c'est le fait que beaucoup de personnes contestent cette
cette votation et les résultats, mais ceux qui contestent ne sont pas allés voter. Voilà. Oui, mais C'est ça le problème. Mais c'est la symétrie du blâme. Exactement. Non, quand il y a C'est- 8% de participation, voilà, C'est comme on peut pas se plaindre. aux élections Et après qui- présidentielles, oui, et après qui voilà. râlent. Mais Non, ça non, va mais pas c'est être c'est intimidé, ceux, enfin, c'est d'accord. surtout ceux ça. qui étaient contre qui sont allés voter, c'est la symétrie oui. du blâme. Oui, alors moi je pensais que le c'était coût à plutôt les payer. utilisateurs qui allaient se mobiliser, ceux Surtout gens les qui jeunes. pensaient le contraire d'ailleurs. Surtout les jeunes. ça a Bah pas oui, mais été- voilà, ça- voter coûte. ça Donc va être- celui qui est vraiment très très décidé, va y Mais aller. vous avez raison sur la réglementation, parce que ça. là on Mais voit là, c'est l'image, ça. là il y a des incivilités Oui, où c'est n'importe c'est-à-dire quoi. que la- Même pour les la- personnes handicapées La avec les mairie est fauteuils, on reste incapable plus de sur faire 50%. respecter la réglementation. Bien sûr, et puis, il y Le a fond du des- problème, il est là. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui conduisent des trottinettes n'importe comment. N'importe quoi. comment, oui, N'importe mais- comment. Qui mais brûlent des c'est feux, pas le qui problème sont de la dans les trottinette, feux, c'est le qui problème des sont à fond, conducteurs. C'est n'importe quoi. Mais oui. Absolument. Mais encore une fois, puisque on parlait de démocratie participative ou de démocratie directe, c'est vrai qu'on pourrait penser que, je sais pas, organiser un référendum, on l'a vu, enfin on va le voir, sur le plan national c'est compliqué, sur le plan local, ça me semble beaucoup plus simple Mais que les gens participent. Mais et oui. que les gens C'est ça, participent. que les gens participent. Mais oui, on n'est pas habitué. Ah ben oui. Et si on oblige à participer, on n'a pas non plus un résultat cohérent, donc c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup à tous les trois. Encore bravo Merci, Patrice. Raphaël pour votre exploit de dimanche. Merci beaucoup Florence Mercadet-Choquet. Merci beaucoup Véronique Jérôme.